Bonsoir à tous, c'est le Carnet Nomade. Ce soir, Pierre Bonnard vers l'Arcadie, Colette Fellous à la réalisation, Vincent Deck. Le tableau est une suite de tâches qui se lient entre elles et qui finissent par former l'objet ou le morceau sur lequel l'œil va se promener sans accroc. C'est avec cette phrase de Pierre Bonnard que va s'ouvrir ce carnet nomade, bâti donc autour de son œuvre. Pierre Bonnard, qui est né en 1867 à Fontenay-aux-Roses et qui est mort en 1947 au Canet. Une œuvre exceptionnelle, audacieuse, enchanteresse, avec toujours cette recherche de l'absolu, du paradis terrestre, on pourrait dire. Des paysages animés qui semblent même respirer, des animaux et des enfants partout, des fenêtres, des miroirs, des chambres, des cabinets de toilette, des jardins, des portes-fenêtres jouant secrètement avec le dehors et le dedans. Et puis le corps de Marthe, toujours renouvelé, mais aussi le corps de ses autres modèles, complices, compagnes, amantes. Sa recherche permanente de l'émotion et de la pulsation du monde, émotion devant les mouvements de la lumière, devant les couleurs, émotion souvent d'un geste ou d'un corps reflété dans le miroir, et cette fête permanente qui court d'une œuvre à l'autre pour rendre hommage aux plus petits détails de la vie quotidienne qui deviennent soudain majestueux, comme vus pour la première fois. Le dessin, disait-il, c'est la sensation, la couleur, c'est le raisonnement. Entre les deux se tient cette œuvre unique, claire, vivifiante, musicale, et c'est aujourd'hui au musée d'Orsay que je vous conduirai dans ce carnet nomade, guidé par Isabelle Kahn et Guy Cocheval, commissaires de l'exposition Bonnard, peindre l'Arcadie, que vous pourrez voir jusqu'au 19 juillet prochain, et par Jean Clair, grand admirateur de Bonnard. Chez Bonnard, écrit Jean Clair, la frontière entre le dehors et le dedans est abolie. Le monde entier est ici offert comme une seule et même surface déployée devant l'œil, dont chaque point serait immédiatement préhensible, quel que soit son éloignement réel. Une autre phrase de Bonnard, pour diriger maintenant le voyage, il y a peu de gens qui savent voir, bien voir, voir pleinement. C'est un voyage grandiose, Isabelle Kahn, que vous nous offrez aujourd'hui au musée d'Orsay avec cette exposition de Bonnard, Bonnard peindre l'Arcadie, et c'est un Bonnard complètement entier en fait que vous avez réussi à montrer, parce que pour la première fois il y a des œuvres qui sont montrées ensemble, et ce thème aussi de l'Arcadie qui est très curieux en fait, parce que l'Arcadie c'est à la fois, vous allez bien sûr nous expliquer, mais c'est à la fois le bonheur, c'est aussi quelque chose d'ancien, de très ancien, et avec des frontières incertaines en même temps. L'Arcadie, c'est un pays imaginaire, donc c'est une invitation au voyage, un voyage qui va se dérouler dans toutes les dimensions, à la fois dans le temps et également un peu partout, parce que Bonnard, son Arcadie, il l'a promené avec lui, de Paris à la Normandie et dans le Midi. Et c'est ce qui nous a intéressés dans cette exposition, parce que on s'est rendu compte que cette Arcadie constituait une sorte de fil rouge par rapport à l'ensemble de son œuvre, une posture en quelque sorte face à la vie, parce que la vie de Bonnard n'a pas du tout ressemblé au tableau qu'il nous propose. Oui, c'est ça qui est intéressant, hein, on a toujours des images du bonheur, du plaisir de vivre, des scènes quotidiennes, mais derrière son œuvre, il y a son visage d'ailleurs qui est là, jeune, derrière nous, une photo de lui avec ses lunettes de myope et en même temps qui voit tout, et qui était un être tourmenté en fait. Oui, on a voulu présenter un Bonnard jeune, un Bonnard qui est plein de vitalité, plein d'humour, amoureux. Donc c'est toute cette vitalité qu'on a cherché à mettre en valeur dans ce parcours. Oui, dans cette première salle, en fait, on voit ses débuts quand il était donc dans le groupe des Nabis, et la formule aussi de Fénéon qui lui va si bien. Oui, Fénéon l'avait qualifié de Nabi très japonard, parce que Bonnard a choisi la peinture
comme une forme de liberté absolue. Il a voulu échapper à son destin, il avait fait des études de droit, donc il a vu tout de suite qu'il allait mourir d'ennui dans sa vie, donc il choisit de devenir peintre, et c'est surtout la liberté, un genre de vie qui lui permet d'échapper à toutes les conventions. Et à ce moment-là, il est très frappé par une exposition d'estampes japonaises qu'il visite à Paris, et Bonnard va japoniser et va devenir encore plus japonard que tous ses amis qui aussi sont très séduits par cette esthétique, d'où le surnom donné par Félix Fénéon. Avec ce verre qui est japonais en fait, un verre de cyan, des verres qui sont un peu profonds avec du bleu dedans, mais il y a aussi du rouge. On voit que toutes les couleurs sont très présentes déjà dans le premier Bonnard, et ce vert envahissant qu'on a sous les yeux, c'est la recomposition pour la première fois, probablement d'un ensemble décoratif autour de la cueillette des pommes. Et tous ces panneaux ont la même hauteur, donc ce qui fait penser que c'était pensé comme un ensemble, mais aujourd'hui ils sont dispersés sur 3 continents et c'est la première fois qu'on les voit ensemble. On voit donc ces scènes très, très belles où la nature aussi prend la place. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'animaux, beaucoup d'enfants, et en même temps il y a cette peinture qui commence à grandir, à envahir le tableau. On voit que la peinture s'émancipe et qu'elle est en expansion déjà, parce que Bonnard ne va pas du tout travailler dans la finesse, le désir de la représentation réaliste. Il est dans une impression, on est baigné dans la verdure. Et on voit évidemment déjà tous les thèmes qui vont se retrouver à toutes les époques de sa vie. Il y a des enfants, il y a une nature généreuse. La cueillette des pommes, c'est aussi le jardin de son enfance, c'est la propriété familiale du Grand Lens dans l'Isère, où Bonnard retourne chaque été. Et il retrouve toute sa famille, lui-même n'a pas d'enfants, mais il a des neveux, donc il adore ses neveux, et on voit que la relation est réciproque à travers les photographies aussi qu'on va retrouver dans l'exposition. Et puis il y a cette nature un peu mystérieuse. Alors lui se place, vous voyez, on est tout en bas, presque dans la situation à la taille d'un enfant, avec cette impression en contre-plongée de cette nature qui apparaît très grande, et puis en même temps ces gestes très simples qui sont des gestes de l'Éden, où on voit les enfants ramasser des fruits. Et on sent qu'il y a une grande quiétude. Il y a une femme qui passe avec une pile de linge. C'est peut-être du linge qu'elle a ramassé, qui a séché dehors, qui doit sentir bon. C'est toutes ces impressions qu'on reçoit avec la peinture de Bonnard. Pas seulement visuelle, mais tous les sens sont saisis par ces couleurs et par cette manière aussi très synthétique, très ramassée de nous parler d'un sujet, des sujets très simples qui sont des sujets de la vie quotidienne et qui nous parlent beaucoup aujourd'hui encore. Oui, c'est ce qu'il voulait saisir en fait, cette vie quotidienne, ces instants. C'est l'instantané, c'est la vie vivante. Et d'ailleurs, la deuxième section de l'exposition s'appelle « Faire jaillir l'imprévu ». Et c'est en quelque sorte un des grands principes de la peinture de Bonnard, de ne jamais vouloir gommer ce qui arrive, ce qui va au fond déranger l'ordre établi, mais qui est tout à fait bienvenu chez Bonnard, parce que Bonnard ne compose pas avec des idées toutes faites, mais il veut justement faire entrer plusieurs dimensions simultanées, et y compris des dimensions qui ont un rapport avec l'inconscient, avec le rêve. Et on le voit parfaitement dans un tableau où il représente un nu, une femme allongée sur son lit, l'indolente. Et cette femme est entourée d'ombres assez étranges qui dessinent des monstres et des fantasmes. Donc la peinture de Bonnard n'est pas du tout tranquille. Oui, en fait, on a longtemps cru qu'elle était tranquille, qu'elle représentait justement le bonheur, mais en même temps, dans son cadrage, dans sa façon aussi de traiter le hors-cadre, il y a des personnages qui sont à la limite du tableau, il y a comme un hors-champ toujours. Oui, il y a cette notion de temps, d'instantané, et également, ce qui est très intéressant aussi, c'est parce que Bonnard ne peignait jamais sur le motif, il peignait de mémoire, et il fallait qu'il recompose au fond l'instantané, et c'est une manière très habile, et en même temps qui est faite avec tellement d'humour parfois, qu'on a vraiment l'impression que c'est très frais, qu'il enregistre comme une caméra, un appareil photo. Il y a quelque chose souvent d'un petit peu pré-cinématographique, en tout cas de cinétique dans sa peinture. Il aimait beaucoup Gauguin aussi.
Gauguin a été une de ses premières séductions. La peinture de Gauguin l'a vraiment entraîné tout de suite dans la couleur. Et cette manière très synthétique de traiter la réalité. Donc Bonnard n'appartient pas du tout à la génération des impressionnistes. Il évite l'impressionnisme même. Il dit « je ne l'ai pas connu », mais en fait il n'a pas voulu le connaître, ça ne l'intéressait pas. La réalité ne l'intéressait pas. Il fait son chemin tout seul, dans son atelier, sans tenir compte de tout ce qui se passe autour de lui. Et pourtant, il y a du bruit autour de lui, il y a des avant-gardes, il y a des critiques aussi qui créent ces avant-gardes et qui favorisent également l'éclosion de ces avant-gardes. Et Bonnard, en restant un petit peu à l'écart, va se rendre la vie un petit peu plus compliquée. Et puis aussi, cette situation va le desservir finalement dans le temps, puisque c'est la frange la plus conservatrice de la critique, au fond, qui va s'emparer de son travail et défendre des images très simples autour de sa peinture, qui ne reflètent pas du tout le côté extrêmement sophistiqué de ses recherches. Alors aujourd'hui, on l'a sorti de son trou comme ça, ou de son enfermement aussi dans une peinture bourgeoise, parce qu'on voit bien que c'est absolument pas le cas. Isabelle Kahn, voilà, nous sommes toujours dans l'exposition, donc Bonnard peindre l'Arcadie, et il y a ces images qui nous viennent de très loin, un petit film en noir et blanc bien sûr, avec, qu'est-ce que c'est, un dimanche, vous croyez? C'est un dimanche au bord de l'eau? Il y a une série de séquences absolument sensationnelles où on voit Bonnard vivant. Il est à la fin de sa vie, mais vous voyez, il est entouré d'une bande d'amis. Alors ils sont partis en bateau aux îles de Lérins. Donc c'est Aimé Mag qui a filmé Bonnard. Et c'est tout ce qu'on aime. Donc c'est un Bonnard très détendu. On n'a pas l'habitude de le voir déjà vivant comme ça, regardant la nature. Et puis dans cet environnement qu'il a tellement entouré de ces femmes absolument magnifiques. Regardez. Donc c'est la joie de vivre, c'est l'hédonisme. Bonnard se baigne, immergé dans l'eau. La plage du Midi. Exactement. Et c'est des moments de vie, de bonheur. En même temps, c'est le crépuscule. Et puis on voit Bonnard qui sort de l'eau et qui est d'une maigreur. On est tout de suite après la guerre. Donc évidemment aussi ces images évoquent d'autres images épouvantables. Et Bonnard pendant la guerre, c'est complètement réfugié, refermé, replié sur lui dans le Midi. Il a dû souffrir de manque. Et puis c'est une période de deuil aussi pour lui, puisque Marthe disparaît en 1942. C'est une période un petit peu triste, mais là, Mag, justement, l'entraîne avec sa bande de copains. Donc, c'est un Bonnard très vivant, quand même, qu'on voit dans ce film. Marthe est au cœur de son œuvre, bien sûr, à la fois comme un bonheur, mais aussi comme un tourment. Alors Marthe, c'est la femme de la vie de Bonnard, mais c'est pas la seule. Et aujourd'hui, on peut le dire, parce que Bonnard était amoureux tout au long de sa vie. Et comme il avait beaucoup de charme, beaucoup de femmes aussi sont tombées amoureuses de lui. Donc il y a eu de très belles histoires, mais aussi des histoires un petit peu tragiques. Donc Marthe est là, mais elle n'est pas exclusivement là. Et puis Marthe, elle est devenue folle, donc elle a beaucoup assombri aussi la vie de Bonnard, à cause de sa jalousie, de sa misanthropie, par le fait aussi qu'elle a complètement isolé Bonnard à un moment de toute sociabilité. Mais en même temps, c'est une histoire très très belle, parce que c'était son modèle, c'était son inspiratrice. Mais on voit dans l'exposition, d'ailleurs, elle est souvent là, mais c'est très étonnant le traitement du corps et du visage de Marthe que Bonnard fait. Oui, Marthe a un très beau corps, vraiment même étonnant pour l'époque, parce qu'elle ne correspond pas vraiment au canon de beauté de l'époque. Il l'a rencontrée très jeune, elle était très jeune, non? Oui, ils se sont rencontrés en 93, donc ils sont tout jeunes, et puis ils vivent quelque chose de très intense. C'est une passion. Et pour Bonnard aussi, là encore, il prend une voie qui n'est pas la voie conventionnelle du couple, puisqu'il ne se marie pas tout de suite, il se marie en 1925, donc très tard, et puis après une série d'histoires voilà, un petit peu tristes avec les maîtresses de Bonnard. Et Marthe a souvent le visage dérobé, caché, dans l'ombre. Alors les photos nous montrent qu'en fait, elle n'avait pas un très joli visage. Et Bonnard, avec sa délicatesse, a laissé ce visage plutôt dans la suggestion que dans la description. Mais en revanche, il met son corps en valeur, donc elle a ce corps menu qui est ravissant. Et souvent, ce qui est très beau aussi chez Bonnard, c'est qu'on ne voit pas tout de suite les personnages.
ils se fondent justement dans le décor et en s'approchant, en regardant bien, ils apparaissent comme des fantômes et après ils deviennent très présents. C'est exactement ça. Donc cette notion de fusion, il n'y a pas de hiérarchie entre les éléments. Parce qu'il n'y a pas de désir de représenter la réalité. Bonnard s'intéresse surtout à l'art et dans ses apparitions, il suggère plutôt des présences. Et ça peut être la présence d'un objet comme la présence d'un être humain. Et ce phénomène va s'accentuer avec le temps. Et dans ces paysages, on voit également apparaître souvent vraiment des visages qui sont de l'ordre de l'apparition, peut-être même de la désapparition. On ne sait pas si... il y a cette notion d'esprit, de fantôme, de lumière qui traverse. Et la lumière traverse aussi les corps et les dématérialise. Et c'est très étrange, on le ressent fortement. Quand vous dites plonger dans la peinture, on entre justement dans l'élément liquide, dans l'eau et toutes ces baignoires, ces salles de bain, ces corps se regardant dans le miroir, les corps nus. C'est un grand temps dans l'exposition, ces salles de bain. On est au cœur du parcours, dans une salle justement qui est large et qui permet d'ailleurs à chaque tableau d'exprimer sa propre aura. Et l'accrochage dans cet espace nous montre comme une gradation aussi dans le vrai sujet que représente ce thème de la toilette, de l'intimité. Les premières toiles, vous les voyez, elles sont très lumineuses. On est dans l'élément liquide, on est aussi dans la lumière liquide presque. La femme est triomphante. Alors le modèle, évidemment par facilité, tout le monde a vu Marthe partout. Mais en réalité, Marthe est un peu dans ces tableaux et beaucoup aussi d'autres modèles. Et tous ces modèles fusionnent pour former la femme de Bonnard, qui a ce corps menu, en effet, comme Marthe l'avait. Mais c'est pas le plus important de reconnaître le modèle. Il faut vraiment s'imaginer que ces femmes, elles ne peuvent pas ignorer que le peintre est là en train de les peindre. Donc il y a quelque chose de triomphant, il y a quelque chose de... C'est un hymne à la vie, à la beauté, à la sensualité, au plaisir de vivre. Et puis dans cet espace du cabinet de toilette aussi, peut-être de s'asperger de parfum, comme ici dans ce tableau. Et ce parfum, on a l'impression, se diffuse dans tout l'espace sous la forme de ces vermicules de lumière qui vont du blanc au jaune et qui nimbent le corps. Voilà, donc là encore une fois de plus, on est happé par tous les sens. Et puis alors on commence à regarder des détails et puis on se régale. Il y a des choses qui n'apparaissent pas tout de suite. Et puis il y a des petites choses un peu incongrues, mais qui sont tellement du quotidien aussi. Le fait de garder ses chaussures quand on est tout nu. Enfin, et puis des cadrages très sophistiqués dans la glace. On voit se redoubler le corps, mais non pas comme un corps vivant, mais presque comme un corps de statue, sans tête, juste le buste. Comme un autre tableau. Il y a des mises en abîme qui sont évidemment des renvois aussi aux souvenirs, à la mémoire de ces additions d'éléments de culture que Bonnard savait si bien faire dans ses tableaux. J'aime beaucoup aussi quand on aperçoit à peine la silhouette dans l'embrasure d'une porte. Ce tableau est génial, on a presque l'impression que le modèle a vu qu'on la voyait. Elle s'est cachée. Elle s'est cachée, et puis en même temps, elle se montre, et elle montre le bon côté aussi, un côté magnifique de son corps, tout éclairé. Et dans ce tableau, au fond, il y a plus les murs, les espaces qu'on voyait, les reflets sont devenus des écrans de couleurs. Et alors, on a du jaune, on a du rouge, on a du bleu, du blanc. Les motifs des tissus aussi, ou du sol, des carreaux. Ouais, c'est magnifique. Il y a une sublimation du sujet, on voit bien. Et aussi presque une dématérialisation. Alors progressivement, avec la lumière, Bonnard se laisse entraîner par la couleur, et les corps se dématérialisent et deviennent eux-mêmes une source de vibration. Donc il y a quelque chose de très fort, très intense, et c'est pour ça aussi qu'on ne voit pas tout de suite toutes les subtilités de la peinture. On est presque ébloui. Et c'est très mystérieux, c'est le corps de Marthe et puis l'histoire de Marthe avec l'eau aussi, avec les bains. Elle était obsédée par les bains. Alors c'est en 1925 que ce thème arrive dans la peinture, et 1925 c'est une date très importante dans la vie de Bonnard, c'est l'année de son mariage, et c'est l'année aussi du suicide de sa maîtresse. Enfin, très peu de temps après le mariage avec Marthe, donc qui survient tardivement.
René Monchatti se suicide et apparaissent les premières baignoires. Et on voit un cadrage très différent. On voit que Bonnard se place en surplomb et enferme complètement son modèle dans la baignoire. Et son modèle devient inquiétant parce qu'elle est plongée, cette femme est plongée dans l'eau, dans une eau bleue qui paraît froide. C'est pas un bain très sensuel, c'est un bain où le corps est déjà une rigidité un peu inquiétante. Et puis il y a cet enfermement du regard. Alors c'est en effet inquiétant et peut-être aussi dans cette composition on voit le corps qui est coupé. Ah oui. Alors là, On il y a dirait vraiment un film, un polar. un polar, Où on a retrouvé le corps mort d'une femme dans la baignoire. C'est exactement ça. Et puis alors, qui est ce personnage qui apparaît aussi, qui est coupé, c'est le meurtrier. Il essuie son couteau peut-être. On est happé dans une atmosphère. Tous ces éléments sont presque des points d'intrigue dans la composition. Et puis il y a des points d'ancrage très forts, mais finalement ces fleurs sur le tapis, on dirait presque des taches de sang. Et l'imagination nous entraîne. Et comme toujours chez Bonnard, on part d'une réalité très simple et on arrive à des pensées très sophistiquées et voire très sombres aussi. France Culture, Carnet nomade, Colette Fellous. Pierre Bonnard, Vers l'Arcadie, suite. Jean-Claire, vous qui avez travaillé, réfléchi sur le thème du temps aussi chez Bonnard, je pense aussi à votre exposition magnifique qui avait déjà Beaubourg en 82. Et tout ce temps a passé, aujourd'hui une nouvelle exposition au musée d'Orsay. Et Bonnard est toujours un peintre que vous aimez. Oui, en dépit du passage du temps, ou grâce au passage du temps que vous évoquez. En fait, ça remonte à plus loin parce que ma première rencontre véritable avec Bonnard, c'était 1966. Bon, 66, Bonnard, oui, post-impressionniste, c'était gentil, le bonheur, tout ça. Bon, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est une peinture extrêmement complexe, c'est une peinture profondément mélancolique, c'est une peinture profondément éprouvante et émouvante, et peut-être qui, aujourd'hui, 50 ans après, se révèle comme une des plus grandes œuvres de l'art moderne, dont on commence simplement maintenant à comprendre l'extraordinaire, audace et singularité en même temps. Et finalement, quand on voit l'exposition maintenant qui fait la synthèse de tous ces travaux d'un demi-siècle, le nombre d'inventions plastiques et d'audace plastique dont il a été, dans sa solitude et dans sa réclusion, l'auteur, le promoteur, comme on dit aujourd'hui. En même temps, Jean-Claire, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus séparer Bonnard de cette lumière, de ce plaisir des couleurs, de cette énergie de vivre. Hein. Il le disait d'ailleurs, hein, c'est ça qu'il voulait capter aussi, la vie. Oui, bien sûr, il ne s'agit pas d'en faire un peintre tragique ou d'un peintre désespéré à la nordique. C'était un homme du soleil, de la Méditerranée. C'est vrai aussi du bonheur de vivre quotidien. Quand on voit l'exposition au musée d'Orsay, on ressort de là complètement requinqué, si j'ose dire. C'est une fantastique leçon d'énergie et à la vie aussi, dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. C'est à la fois, bien sûr, la femme, le corps de la femme, le nu féminin, mais il y a aussi évidemment la nature, ces extraordinaires embrasements de feuillage, mais aussi la présence perpétuelle des animaux, c'est-à-dire que partout, cachés dans les herbes, cachés dans les buissons, qui sont toujours là. Donc c'est une espèce, c'est vrai, si vous voulez faire de la mauvaise littérature, on pourrait dire un jardin d'Éden où les animaux et les humains vivent ensemble. Mais en même temps, on voit très bien que c'est un jardin d'Éden qui est perpétuellement menacé, qui est perpétuellement piégé, si je puis dire, parce que lorsque la femme en particulier prend son bain,
passe son temps à se plonger dans la baignoire, son corps subit de très étranges métamorphoses qui montrent sa vulnérabilité, presque parfois sa morbidité. La chair n'est jamais, contrairement à ce qu'on peut croire, jamais tout à fait glorieuse chez Bonnard. En particulier quand il traite du nu féminin. Ça n'est jamais une chair illuminée par le soleil, rarement, mais beaucoup plus souvent une chair qui apparaît comme une ombre fantomatique, soit dissimulée par l'eau de la baignoire, soit à moitié cachée par un paravent. Et donc, il y a un jeu là du voilement et du dévoilement, de la dissimulation et de la révélation. C'est la parabole de Freud du Fortenda chez le petit enfant. C'est-à-dire où on désire quelque chose dans la mesure où cette chose apparaît et disparaît. On vous la donne et on vous la retire. Et bien, cette espèce de jeu infantile de ce qui vous est donné et retiré en même temps, le Fortenda freudien, on le retrouve dans les dispositifs plastiques de Bonnard, où il donne les choses pour les retirer. Elle est sur le point de vous être retirée, mais en même temps, elle va revenir. Oui, et puis c'est cette façon justement qu'a Bonnard de jouer avec les frontières du tableau. Hein. Les corps sont à moitié hors du tableau, et il y a toujours cet art, hein, comme vous dites, du montré caché. Et à propos de la femme en particulier, parfois elle est réduite à une silhouette dans un coin du tableau, il faut vraiment la chercher. Parfois aussi c'est une ombre sur le point de disparaître. Ça n'est jamais la présence pleine, c'est une présence qui est d'autant plus... Elle est plus que pleine, si je puis dire. Elle est d'autant plus saisissante qu'elle est toujours sur le point de l'évanouissement, soit par des procédés, de perspective, d'optique, soit par des procédés chromatiques, qui font que parfois elle se réduit à être un fantôme. C'est très curieux, ces visages parfois qui sont des visages presque de spectres, s'agissant de femmes que l'on dit bêtement qu'il aimait. Alors bon, bien sûr on peut faire de la psychologie après ça, rappeler que son grand modèle, Marthe, était en fait très névrotique et passait son temps à se laver comme d'une faute originelle dont elle ne réussissait pas à se défaire, qu'il n'a pas été l'homme d'une seule femme, mais l'homme de plusieurs femmes, et que vis-à-vis de cette Marthe mythologisée, passant son temps à se baigner, dont le corps disparaissait sous l'eau, vous aviez la très solaire, lumineuse Renée de Montchâty, blonde et éblouissante dans le soleil. Donc tout ça est dans l'œuvre et lui donne évidemment une profondeur, une densité, un poids qu'au début on ne voulait pas voir. Nous sommes toujours au musée d'Orsay avec vous, Isabelle Kahn, et cette grande exposition, cette traversée de la vie de Bonnard et de son œuvre, Bonnard peindre l'Arcadie. Et dans cette salle, on a un petit trésor. Ce sont des photos qui ont été retrouvées, des photos prises au tout début des appareils Kodak. Et on voit tous les modèles de Bonnard et aussi tous les instants qu'il a voulu capter déjà en photo, avant de les peindre peut-être. Oui, ces photos sont des instantanés sentimentaux. On reconnaît les modèles de Bonnard qui sont des membres de sa famille. Parce que la photographie, c'est non seulement la captation d'instants vécu avec sa famille, mais c'est assez vite un outil pour la composition des tableaux. En tout cas, pendant cette période où Bonnard va se faire photographier et qui va photographier aussi Marthe en extérieur pour ses illustrations de Daphnis et Chloé. Donc là aussi, une Arcadie, mais dans un jardin de la région parisienne. J'aime beaucoup ce modèle que vous avez agrandi là-bas. Quand elle enlève sa blouse, on sait qui c'est, cette jeune femme ? Alors, on sait que c'est un des modèles de Bonnard, mais on ne sait pas précisément, on ne connaît pas son identité, mais Bonnard s'est placé en contre-plongée, donc il la magnifie, et puis surtout, elle est dans ce geste arrêté, elle est en train de retirer sa chemise, et elle a un regard vers l'appareil qui est d'une sensualité, d'une modernité incroyable. Et derrière elle, il y a un miroir, donc on est déjà aussi presque dans un tableau de Bonnard, avec son reflet, des cadres, c'est l'atelier, c'est magique. Ou alors quand elle tient un chat, les chats sont très présents ici.
Je ne les ai pas comptés, mais il y a au moins une centaine de chats Ah dans oui. l'exposition. Et ces chats, ils sont présents, ils sont là comme des contrepoints voilà, aux personnages, mais parfois aussi ils se dissimulent dans le paysage, où ils nous servent aussi à nous promener le regard dans le tableau. On voit bien que Bonnard a recherché aussi une vie modeste, presque, non, une vie élégante aussi, mais pas chargée. On voit bien dans ses peintures tout ce qu'il représente. Là, si on voit une table dans le jardin, un goûter, ou je sais pas, la tarte aux cerises, voilà. Tous les éléments du bonheur aussi sont là. C'est ces petits éléments très simples, mais qui finalement donnent toute la saveur de la vie, parce que les grands événements sont souvent accompagnés d'émotions qu'on a du mal à maîtriser. Et ces éléments très simples, au contraire, nous parlent immédiatement, parce que il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'artifice. En même temps, il y en a, parce que l'œil du chien au-dessus de la tarte aux cerises, c'est quand même une mise en scène. On sent qu'il s'est régalé. Souvent, on regarde On ne le voit pas tout de suite. On ne le voit pas tout de suite. Il se confond un peu avec le moule à tarte. Ouais. Mais il y a ces petites touches d'humour. On regarde la peinture en souriant. C'est aussi très, très étonnant, Isabelle Kahn, toute cette série d'autoportraits de Pierre Bonnard qui se complètent presque. On a l'impression que c'est plusieurs faces d'un autoportrait. Oui, il y a une série exceptionnelle qui est présentée dans l'exposition, qui nous montre un Bonnard très différent. Et c'est les seuls tableaux de douleur presque dans l'exposition. Donc c'est Bonnard qui se regarde dans la glace, qui se peint. Il est à contre-jour, donc il choisit aussi une position un peu difficile pour décrire ses traits. Donc il ne va pas vraiment décrire ses traits, il va décrire plutôt, comme ici on est devant le boxeur, une attitude de combat contre une intériorité douloureuse. Il a les poings fermés, il a le visage congestionné, les traits un peu tuméfiés. Donc c'est ce combat peut-être contre la vieillesse, contre la mort, contre la douleur. Donc il y a quelque chose de très radical dans ces portraits, très douloureux, difficilement soutenable presque. Et quand on regarde le dernier autoportrait avec ses yeux vides, des orbites toutes noires, on est au-delà de l'étrange. C'est vrai, c'est comme s'il était vidé aussi lui-même, ou en même temps comme un moine, un bouddhiste presque. Là, il y a tout ça. Il y a tout ça et aussi beaucoup de lumière derrière lui. Ouais. Donc il y a toujours cette vibration. Donc la vie est là et en même temps la mort est là aussi. Et c'est un peu aussi ce message de l'Arcadie qui n'est pas simplement un paradis artificiel, mais qui est notre meilleure façon de vivre le bonheur terrestre en sachant qu'on est mortel et en même temps en profitant d'autant plus de cette vie qu'il y a toujours ce terme. On voit bien, Jean-Claire, dans cette salle où sont réunis les autoportraits de Pierre Bonnard, combien c'est un être en fait secret, multiple et pas toujours comme on l'a cru en fait, beaucoup plus complexe. Oui, alors les rares fois où il a osé, comment dire, la confrontation face à face, le vis-à-vis direct de lui et de son reflet dans une glace, confrontation qui n'a jamais véritablement, réalisé dans le portrait des femmes qu'il a pu connaître. Il réussit toujours à les placer de façon à ce qu'elles soient sur le bord de l'évanouissement, et non pas de l'épanouissement, mais de l'évanouissement. Lui, au contraire, exceptionnellement, une dizaine de fois, s'est peint face à face. Et ce face à face, je dois dire, est assez éprouvant, assez émouvant, et on est face à un homme que l'on voit profondément anxieux, déchiré, angoissé même, ce qui a fait qu'en 1984, au moment de l'expo de Beaubourg, je le rapprochais beaucoup plus d'Edouard Munch, par exemple, que de Renoir ou de Monet, bien évidemment. Donc beaucoup plus dans une trajectoire, presque expressionniste, d'une peinture angoissé que dans une trajectoire du bonheur de vivre à la française ou
mieux que ça, à l'Île-de-France, dans lequel on l'a enfermé. C'est vrai que le portrait de Bonnard en boxeur, par exemple, est un portrait très, très émouvant, très étonnant, qui est à la fois la lutte de l'ange avec lui-même, la lutte du peintre avec lui-même, mais aussi un petit côté, comment dire, de carnaval un peu grotesque, qui fait peur. Bonnard, écrit Jean Clair, a opéré en peinture le même retournement qu'a opéré Proust en littérature, lorsque le sujet du roman a cessé d'être le temps extérieur des événements pour devenir le temps intérieur du romancier. En fait, il a souvent insisté sur le fait qu'il quittait le sujet pour le peindre parce qu'il se trouvait devant lui sans défense et qu'il lui était toujours difficile de se contrôler en sa présence. Il ne pouvait, disait-il, traduire le sentiment qu'il avait éprouvé à sa vue qu'en le recomposant à distance, à l'abri du souvenir qu'il en gardait. C'est ainsi qu'il a recomposé le miroir, la chambre, la porte-fenêtre, la fenêtre, le jardin ou la salle de bain. Et dans un essai sur Bonnard que vous aviez écrit dans les années 70, Jean Clair, et qui reparaît aujourd'hui, qui est réédité, vous soulignez justement l'importance du temps météorologique chez Bonnard, et aussi vous le rapprochez du grand temps de Proust. Il y a ce va-et-vient entre ces notes dans ses carnets où il notait simplement le temps qu'il faisait, ciel gris, soleil, lumière. Oui, c'était une espèce d'Ariel qui notait sans arrêt les passages météorologiques en dehors du temps des calendriers, en dehors du temps des rendez-vous, en dehors du temps des horloges. Il ne mettait jamais la date, en fait, dans ses carnets. Il n'y avait jamais de date, et quand c'était dans des agendas, ça ne correspondait pas toujours à la date de l'agenda. Donc c'était vraiment une sensibilité, effectivement, totalement atmosphérique, et un rapport au temps très singulier, qui se rapprochait effectivement de cette recherche de Proust, à peu près à la même époque, de trouver, de recueillir, comme il le disait, un peu de temps à l'état pur. Du temps à l'état pur, c'est une formule extraordinaire, à travers une espèce de chimie qui est celle de la recherche, et dont effectivement Bonnard a été extrêmement proche, et c'était aussi un lecteur de Proust extrêmement aigu aussi. C'est un peu la même brisante ambition, la même désespérante conquête, désespérante en même temps qui s'achève dans l'un comme dans l'autre cas sur d'extraordinaires chefs-d'œuvre. Ce sont des moments aussi qu'il aime rassembler en fait. Il y a une cohérence, on voit des échos d'un moment à l'autre, même s'ils sont éloignés dans le temps, peut-être comme chez Proust. Est-ce que vous pensez que Bonnard avait cette envie de donner une ligne comme ça entière à tous ces tableaux? En tout cas, de la même façon que Proust sur les dalles de Venise, avec sa tasse de thé, essayait d'abolir l'écoulement du temps. Et au fond, le temps ne s'écoule pas. Le temps vous redonne les mêmes trésors que vous avez connus. Cette redécouverte, ou plus exactement cette qu'on retrouve, comme dans le Fortin d'art freudien, une fois de plus. On dévoile, on voile, on retrouve, on perd. Cette recherche-là était aussi celle de Bonnard, qui essayait de rechercher toujours la même chose. Alors je parlais des dalles de Venise, on pourrait dire que le même phénomène se retrouve par exemple dans le dernier tableau qu'il n'a pas achevé, qui est l'Amandier en fleurs, et qui est la surprise, la merveille de voir par la fenêtre de l'atelier, la verrière de l'atelier, un amandier qui fleurit en plein mois de décembre. Donc dans une abolition précisément du temps chronologique, du temps des calendriers, pour un temps merveilleux, idéal, où les choses arrivent comme des miracles et non pas comme des lois impérieuses de la nature biologique des choses. Donc il y a là quelque chose de très étonnant. Comme chez lui aussi, cette curiosité, cette proximité qu'il avait, très étonnante, avec d'une part les animaux, tout à l'heure, les chats, les chiens, les oiseaux, qui parsèment ces tableaux, cachés, mais qui sont bien là, mais aussi avec les enfants, puisque c'est des peintures très souvent qui sont bourrées d'enfants, qui jouent, et c'est pas un enfant par-ci par-là, ce sont des troupes d'enfants, et il les regarde avec un étonnant amour, il n'y a pas d'autre mot, et une étonnante proximité, il se sent lui-même si proche d'eux, d'une enfance retrouvée à volonté, comme disait Proust, si j'ai bonne mémoire. C'est par là qu'il faut considérer le mystère
en pleine lumière de Pierre Bonnard. Le jardin sauvage, Isabelle Kahn, c'est la maison de Bonnard, Bonnard en Normandie. C'est toute cette salle avec de magnifiques tableaux de vue de sa maison qu'il avait appelée Maroulotte, c'est ça? Oui, c'est une petite maison très modeste, mais qui est très bien située sur une hauteur qui permet à Bonnard d'avoir un paysage panoramique devant ses yeux. Et puis ce jardin qui est assez extraordinaire, c'est un jardin qui dévale jusqu'à la Seine avec une pente très importante et qui permet à Bonnard d'être complètement immergé dans cette nature. Il n'y a rien face à lui. Et son jardin sauvage, c'est pour le distinguer de ses jardins bien ordonnés et même aussi du jardin de Monet. Parce que quand il est à Vernonay, Bonnard est voisin de Monet, il est tout près de chez Verny, il rend visite à Monet et Monet, lui, a planté son jardin pour servir de modèle à ses tableaux, donc tout est bien ordonné, les couleurs comme sur une palette, et Bonnard, lui, va laisser son jardin pousser d'une manière anarchique. Et dans ce jardin, on voit il y a même des chats qui se promènent, hein, et c'est un jardin où il fait bon être, rêver, être sous un arbre, faire une sieste, aussi déjeuner à l'extérieur. Qui s'appelle La Sieste, justement. Ouais. C'est un tableau qui vient d'Oslo et qui a un format justement panoramique. Donc face à ce grand paysage, Bonnard va un petit peu modifier ses formats. Et voilà, il y a ce côté très fouillis de ces panoramas, mais aussi très construit, et construit aussi par la couleur et par ces sujets qui apparaissent alors entre extérieur, intérieur. C'est ça. Et là, on a l'impression que c'est presque un intérieur dans le jardin. Cette table au premier plan, et après la profusion de la nature, et aussi dans ce tableau, la frontière entre l'intérieur, l'extérieur, la porte-fenêtre, la fenêtre. C'est vraiment le sujet de ces grands tableaux. Et pour bien insister, Bonnard, ici, là, dans ce tableau, va placer un personnage dans cette zone frontière un peu floue, où l'intérieur passe à l'extérieur et vice-versa. Et ce personnage est là pour marquer cette frontière et puis en même temps pour la nier complètement. Et là aussi, on voit des petits chats qui nous indiquent voilà, des endroits peut-être où l'œil n'irait pas, mais tout d'un coup on est attiré. Donc il y a ce jeu entre des chatons. Il y a quelque chose de simple dans une composition qui est quand même très sophistiquée. Très savante, hein. Toujours une table près de la porte, hein, très près de la porte. Des espaces très petits aussi dans les intérieurs de Bonnard qui ressemblaient à ces maisons qui étaient très très modestes. Et puis c'est cet ameublement tout simple. Bonnard n'était pas du tout ni démonstratif ni extravagant. Il avait quand même une passion qu'il sortait de cette image très simple et quotidienne. C'est qu'il adorait les automobiles et qu'en 1913 il va passer son permis de conduire et là il va conduire des bolides. Enfin, ça lui ressemble pas, mais c'est peut-être un flambeur hein, aussi, Bonnard. Flambeur avec les femmes aussi, très, très séducteur. Ouais. C'est la même période justement. Ouais. Voilà, donc là on a l'impression qu'il va davantage extérioriser quelque chose, mais pas pour le montrer aux autres, mais juste pour le plaisir du vertige peut-être. On peut prendre la voiture avec lui et aller jusqu'en Méditerranée. C'est un voyage qu'il a fait très souvent. Avant d'aller en Méditerranée, on va peut-être s'arrêter dans cette toute petite salle, ces petits coins, entre deux salles, entre la Normandie et la Méditerranée. Il y a Trouville, ce très beau tableau de Trouville, et puis la Piazza del Popolo à Rome, qui est un tableau vraiment étonnant.
Oui, alors Trouville, un Trouville devant lequel on passe et on pense à Venise. Donc là, c'est aussi une des grandes qualités de la peinture de Bonnard, c'est de nous faire voyager au-delà des motifs, au-delà des sujets. Et ce tableau est accroché à côté d'une vue de Rome qui est complètement exceptionnelle. D'abord, Bonnard a rarement rapporté et peint ses voyages. Mais Rome, c'est un moment incroyable dans sa vie, c'est le moment d'une escapade avec sa maîtresse Renée Monchatti, un moment très heureux. Et pendant ce voyage, la neige est tombée. Et on voit, c'est une neige rose sur la Piazza del Popolo. Il y a quelque chose d'incroyable qui se joue dans ce tableau et qui est de l'ordre de cette fusion des couleurs, mais également dans ce paysage qui est encore hivernal, une impression d'un bonheur imprévu qui s'exprime ici. Voilà, avec cette architecture, avec tout ce qu'on... La vendeuse d'orange, là aussi. Et la vendeuse d'orange au premier plan, c'est les oranges du jardin d'Éden, il n'y a aucun doute. Et aussi ce personnage qui pèse l'orange et qui ressemble à un ange. Ouais. Donc on est aussi dans la pesée, on est aussi dans ce qu'on va retenir et la façon dont on va évaluer justement la saveur de sa vie. Et sur le plateau de la balance, il y a une orange magnifique. France Culture, Carnet nomade, Colette Fellous. Pierre Bonnard, Vers l'Arcadie, suite. C'est donc en 1909, c'est ça, en juin, et au mois de juin et juillet, que Bonnard va séjourner à Saint-Tropez, Isabelle Kahn, et il y a tous ces tableaux dans cette salle de la Méditerranée qui sont aussi très particuliers, parce qu'on sent que la lumière est aussi inquiète en même temps. Est-ce que c'est l'Arcadie ? Voilà, donc quand Bonnard découvre la Méditerranée, c'est la Méditerranée des peintres déjà, puisqu'il va rejoindre aussi Signac à Saint-Tropez, et il va être complètement séduit par les couleurs. Il écrira j'ai eu un coup des mille et une nuits, donc ça veut dire que ces rivages et cette lumière du midi vont lui révéler une part d'inconnu de lui-même. Donc c'est ce qui est important et ce qui va agir si longtemps en lui. Donc c'est il va monter d'un ton dans ses couleurs, il va s'autoriser à aller encore plus loin parce que il y a la mer avec toutes ces couleurs. Donc là on est devant le tableau qui s'appelle L'Enlèvement d'Europe, où Bonnard a également introduit des éléments mythologiques au bord de cette Méditerranée, mais des éléments qui sont diffus et qui ressemblent presque à des éléments minéraux, enfin en tout cas qui ont peu d'existence corporelle. Et tout le tableau nous parle surtout de la couleur de la Méditerranée et également du soleil couchant sur les montagnes. Et puis il va acheter cette maison au Canet, sur les hauteurs, où il domine la baie de Cannes et qui lui propose également des paysages avec beaucoup de végétation et des petits villages aussi qu'on voit à l'horizon. Et là, avec ce palmier, ce palme qui est comme une arcade, comme une voûte. Comme un grand œil aussi, avec voilà. Cette paupière qui bat devant le paysage. Et puis, parfois, les tableaux de Bonnard, justement parce qu'ils sont si imprécis dans les lointains, même sur les premiers plans, donnent l'impression comme une persistance rétinienne. Et c'est toujours cette mémoire qui agit dans son tableau, c'est-à-dire c'est la mémoire des couleurs, la mémoire des impressions, et tous ces tons qui se fondent pour nous laisser devant une sorte d'essence du paysage méditerranéen. On rêve devant ces grandes compositions. Et puis alors là, on voit au premier plan encore ces femmes qui progressivement, dans sa peinture, vont se rigidifier, vont se transformer en statues. Et puis là, cette femme aussi a un fruit dans la main. Donc c'est un thème qui revient. Oui, ça revient, ce fruit qu'on exhibe comme ça. Le visage un peu mélancolique, c'est étonnant. Nous, on serait plutôt avec un grand sourire devant ce tableau. Et elle passe et on voit bien que les ombres l'ont un petit peu envahie. Il y a quelque chose. Vous croyez ? Ça pourrait.
Là, nous sommes dans une salle d'instant quotidien, encore, avec les fenêtres, les tables. On est aussi dans la floraison du mimosa qui est dans son jardin, qui est au maximum de cette floraison derrière la verrière de l'atelier. Donc on est aussi dans l'atelier. Cet atelier tout petit, tout modeste de la maison du Canet, où Bonnard avait fait construire une mezzanine pour prendre un peu de recul par rapport à ses toiles, parce qu'à cette époque, il peint des tableaux d'assez grand format. Punaise sa toile sur le mur, voilà, il se met sur sa mezzanine, et là, sur la mezzanine, il regarde son mimosa. On voit cette couleur qui pénètre, qui coule pratiquement à l'intérieur de l'atelier et qui irradie les murs de jaune, mais aussi de vert, de rose. Et quand on regarde attentivement, on voit que dans le rose apparaît une figure comme un fantôme, à nouveau. Ces présences qui sont là dans l'atelier. Alors on pense à Marthe, entre-temps, parce que ce Vraiment au bord du tableau. Au bord, dans le mur, peut-être montant aussi, ou en contrebas, enfin, une position un peu étrange, comme une apparition. Et Marthe était morte au moment où Bonnard va achever son tableau. Alors, est-ce qu'elle était présente au début, puisque ce tableau est commencé en 1939, et qu'il l'a effacé, ou est-ce qu'au contraire, il l'a fait ressurgir en 1945, quand elle a disparu? On ne sait pas. Et ce jaune, on peut dire aussi que c'est presque la dernière couleur qu'il voulait, parce que dans le tableau des amandiers en fleurs, qui est son dernier tableau, il a voulu rajouter au dernier moment du jaune, c'est ça? C'est une histoire magnifique, où là aussi il va peindre son jardin en fleurs, mais c'est un amandier, c'est une petite toile, mais on a l'impression que cette floraison elle est monumentale, elle explose, c'est une explosion de fleurs. Donc on est dans les bleus, on est dans les blancs, beaucoup, et puis on nous rapporte que Bonnard, au dernier moment, va rajouter des petites notes de jaune en bas, à gauche de sa toile. Et là, c'est absolument merveilleux parce que c'est la lumière. Et Bonnard meurt au moment où il peint. C'est son dernier tableau. Et évidemment, c'est un message inouï pour nous parce que c'est tellement vivant, ce tableau. Et cet amandier en fleurs qu'il nous laisse comme dernier tableau est extraordinaire parce qu'on sait qu'à un moment il manquait du jaune. Il disait il faut du jaune, il faut rajouter du jaune, je veux du jaune. Et il demande à Charles Terrasse, c'est ça, de mettre du jaune dans le côté gauche du tableau. Oui, parce qu'il n'a plus non plus tellement la force lui-même de le poser. Donc c'est pas le Meerlicht de Goethe, plus de lumière au moment de mourir, mais c'est un peu la même chose. C'est de plus en plus de jaune, qui est la lumière même pour le peintre, rajouter toujours plus de cette lumière au moment même où il s'en va. C'est une œuvre vraiment poignante en fait. Je crois qu'elle est poignante et en même temps tout à fait réjouissante au sens fort du mot. On sort de là encore une fois complètement régénéré par la lumière, par la couleur. C'est quand même une œuvre extraordinairement... un ode à la couleur, aux couleurs du monde, tout à fait unique dans le monde de la peinture moderne, qui au contraire est en général, quoi qu'on dise, quoi qu'on croit, une peinture très éteinte. Donc quand je dis poignante, c'est que je pense à toute l'énergie qu'il lui a fallu, qu'il a toujours recherché parce qu'il se disait aussi qu'il n'aurait peut-être pas la force d'affronter et de trouver ce qu'il cherchait. Et c'est en ça que c'est poignant. Peut-être ces autoportraits qu'on voit qui sont un peu les gardiens de toutes les autres peintures réjouissantes, justement. Donc il y a pas un conflit, mais ce va-et-vient entre la recherche obstinée et la beauté qu'il a trouvée. Oui, et aussi le fait qu'il savait trop durement le prix qu'il fallait payer pour obtenir dans son œuvre cette apparence d'équanimité ou de bonheur par rapport à des conflits intimes extrêmement durs, pénibles. Enfin, après tout, René de Montchâty se suicide. À cause de vous en plus. Donc il y a là... Après le mariage avec Marthe en fait. Après le mariage avec Marthe, donc on ne peut pas expliquer l'œuvre par la vie, bien évidemment pas, mais quand même, on est très loin dans ce cas-là d'une œuvre où on se lève le matin et on peint le bonheur, les petits oiseaux et les enfants qui gazouillent. C'est pas du tout ça. C'est l'idée que malgré cela, malgré la peine, malgré la souffrance, il y a toujours cette vie qui
qui recommence et dont le peintre, effectivement, est le gardien, celui qui peut-être qui permet qu'elle continue, sinon elle ne continuera pas. Pour montrer une telle exposition, Guy Cocheval, vous qui êtes directeur du musée d'Orsay, je suppose qu'il faut aussi beaucoup de soins, beaucoup de temps, et peut-être que cette exposition est un rêve. Est-ce qu'il y a des expositions dont on rêve longtemps avant de les concevoir? Je pense effectivement que la vie m'a prouvé qu'il faut rêver des expositions longtemps avant de les faire. Et j'avais toujours en tête de faire un jour une exposition Bonnard. Oui, ce qui est passionnant dans l'histoire de l'art, en fait, c'est qu'un peintre se renouvelle tout le temps, même après sa mort. Le regard qu'on porte sur son œuvre se renouvelle et qu'à chaque génération, on peut découvrir encore d'autres aspects de son œuvre. Et à la fin de l'exposition, on peut découvrir ces grands panneaux qu'il a créés, qu'il a mis des années. C'était des commandes pour des appartements. Et c'est fantastique, cette succession comme ça de panneaux. J'ai déjà eu plusieurs fois dans ma vie l'occasion de présenter les panneaux de Morozov. Et à chaque fois, je les ai présentés exactement comme ils étaient dans la maison de Morozov à Moscou, c'est-à-dire avec des colonnes ioniques pour diviser les deux panneaux. Et ça donne une majesté à la salle qui est incomparable. Et la grande aristocratie, la grande bourgeoisie, qui a beaucoup d'argent en Russie avant 1914, le collectionne parce qu'il a institué ce qui est vraiment devenu le style russe. On s'aperçoit rétrospectivement avec tout le temps, lorsqu'on fait un feuilletage de toutes les périodes qu'a traversé Bonnard, c'est quand même une incitation à la liberté totale. Puisqu'à toute période, en 1900, comme en 1910, comme en 1920, il ne fait pas de cubisme, il n'est pas intéressé par le pointillisme, mais il le touche sans jamais s'y enfoncer. C'est quelqu'un qui nous apprend à ne pas vivre dans les écoles et surtout ne pas se faire fi des modes. Parce qu'il y a une mode japoniste quand il est jeune, il y a une mode un peu néoclassique en 1900, et tout ça, il s'en moque, il les détourne, il les cite, mais il n'en dépend pas. Il est toujours libre, et il meurt libre à presque 80 ans à la fin de sa vie. Il est 6 heures, clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. C'est sur les mots bleus, avec la version de Vachon, que se referme ce carnet nomade, Pierre Bonnard, vers l'Arcadie. Merci à vous, Isabelle Kahn. Donc, je rappelle que l'exposition Bonnard peindre l'Arcadie, c'est au musée d'Orsay jusqu'au 19 juillet 2015 et que le catalogue est publié aux éditions Musée d'Orsay et aux éditions Azan. Merci à Guy Cocheval qui a écrit aussi un livre sur Bonnard aux éditions Azan qui est réédité, un livre de 93 avec des analyses d'œuvres page par page. Merci à Jean Clair pour Bonnard aussi aux éditions Azan et puis autoportrait au visage absent chez Gallimard, des portraits de plusieurs artistes avec un chapitre entier sur Bonnard. Carnet nomade, Claire Levasseur à la technique et au mixage, Thierry Beauchamp à la coordination, Vincent Deck à la réalisation, Colette Fellous. Samedi prochain, un nouveau carnet, un carnet de mode de Jeanne Lanvin à Jean-Paul Gaultier.
Vous pouvez podcaster ou réécouter ce carnet nomade sur le site de France Culture. Très belle soirée à tous, très bon week-end à tous également. Et tout de suite, le rendez-vous du samedi soir sur France Culture, le Samedi Noir.